Merci, bonjour à tous. Quand on regarde l'incidence de la mort subite chez des sportifs, on voit qu'effectivement cela survient à un certain âge. Donc la maladie coronaire domine largement, donc c'est important de parler d'épreuves d'effort, de dépistage. Alors je vous ai fait l'injure de vous rappeler les critères classiques de positivité d'épreuves d'effort. Je vous rappelle que c'est un ST additionnel supérieur à 1 mm, c'est-à-dire que quand vous avez moins 0,1 mm, il faut avoir moins 1,1 mm. Mais par contre, si vous avez un sus-décalage, et c'est très fréquent chez les sportifs qui ont souvent un syndrome de repolarisation précoce, en fait, on néglige le sus-décalage et il faut donc avoir simplement 1 mm de sous-décalage. Alors ça, c'est quand le ST est horizontal ou descendant. Si c'est une pente ascendante, en général, on réclame un sous-décalage de 1,5 mm chez les hommes. Et comme le disait mon maître, les femmes nous trompent même sur le vélo. Donc, chez les femmes, on exige en général 2 mm. Alors l'autre critère qui est heureusement beaucoup plus rare parce qu'il traduit en général des lésions extrêmement serrées, pré-thrombotiques, vous savez, c'est le sus-décalage d'effort, qui lui a une valeur localisatrice, contrairement au sous-décalage, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une sténose droite et ça sous-décale en D5, D6. Prince-Métain, lui, a une valeur localisatrice, à condition par contre de regarder toujours le tracé en temps réel, que vous avez ici, donc il n'y a pas de problème. Alors que sur ce tracé, on a exactement le même sus-décalage, mais vous voyez que c'est un artefact simplement lié à des électrodes qui ne sont pas très bien collées sur le thorax. Alors un premier exemple d'un rugbyman complètement asymptomatique, 24 ans, donc son électrode de repos. Et à l'effort, le cardiologue a eu la surprise, à 240 watts, de voir apparaître ce sus-décalage particulièrement impressionnant. Bon, il y a eu une petite erreur dans la transmission, donc en fait on l'a refait pédaler un test abrupt. Heureusement, ça s'est bien passé. Mais là, pour vous montrer en fait les premiers critères qu'on décrit pas souvent, à savoir le sus-décalage en V1, mais qu'on voit souvent en AVR, c'est un truc classique aussi pour les gens qui font des soins intensifs dans les infarctus. Quand en AVR, il y a un sus-décalage, souvent il y a une sténose très proximale de l'IVA ou un tronc gauche. Vous voyez également les petits élargissements du QRS qui a été décrite par l'école grecque il y a quelques années, et aussi l'amplitude au long de R qui augmente à l'effort, en général probablement lié à l'ischémie majeure, la dilatation ventriculaire gauche aiguë. Voilà la fin de l'épreuve d'effort. Vous voyez, il a fait tout ça à 140 watts, et heureusement ça s'est bien terminé. Donc je vous montre sa coronarographie. Elle a une sténose très serrée d'IVA, donc complètement asymptomatique. Et comme on en a parlé ce matin, donc c'est tentant de faire chez ces sportifs, d'utiliser des BVS, donc des scapholes qui sont complètement résorbables. Par contre, l'inconvénient de ces nouveaux stents résorbables, c'est que souvent ils dissèquent en distalité. Et donc il a fait une petite dissection, il a fallu le reprendre une heure après pour un hématome que vous voyez peut-être juste ici, là juste en aval du stent. Et maintenant vous voyez le stent ici avec les petites boîtes en amont sur l'AEVUS, alors qu'en amont du stent, donc il a une paroi, vous allez voir, qui est vraiment parfaitement normale, sans athérome, sans rien, parfaitement. Alors, les nouveaux critères, on disait les nouveaux critères, mais enfin les nouveaux, ils ont quand même 30 ans. Il faut se replacer à l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque, en fait, on faisait des épreuves d'effort, surtout pour sélectionner les patients qui allaient passer à la coro, parce qu'on n'avait pas beaucoup de choses à leur proposer. Donc on essayait de dépister les pluritronculaires en général pour les revasculariser. À l'époque, c'était quasiment uniquement la chirurgie. Donc souvent, il y a des papiers Princeps qui sont extraordinairement avantageux. Ça y est, on a trouvé le critère idéal pour la positivité d'une épreuve d'effort. Mais en fait, souvent, il y a des papiers qui viennent derrière qui montrent que c'est pas si génial que ça. Je crois que ça garde un intérêt, notamment pour dépister les faux positifs, et ça, chez les sportifs, il y en a beaucoup, ou les faux négatifs. Le problème de ces études, c'est que la méthodologie est vraiment très mauvaise, c'est des études rétrospectives, et même on a inclus là-dedans des patients qui avaient déjà fait un infarctus, donc forcément qui étaient déjà coronariens. Alors ce schéma vous résume un peu tous les critères. Bon, il y a quelques papiers, mais ça n'a aucun intérêt sur les modifications d'amplitude ou de largeur, de l'élargissement de l'onde P. Ce qui me paraît intéressant, c'est la diminution de l'onde Q d'activation septale, qui en général traduit des sténoses de l'IVA relativement proximales. L'augmentation de l'onde R au cours de l'effort. Il y a un allongement de la repolarisation, donc ce qu'on appelle le QX sur QT, c'est-à-dire le X, c'est le point de raccordement du sous-décalage avec la ligne de base, donc le rapport QX sur QT qui est allongé. Les toutes premières publications sur l'épreuve d'effort, ça concernait l'onde T, non pas le sous-décalage de segment ST, mais bon, c'est un petit peu obsolète. C'est souvent d'interprétation difficile. Les sportifs, on a des ondes T qui sont parfois très amples, symétriques et difficiles à interpréter. Quant à l'onde U, l'onde U, on l'a rarement au repos, et puis surtout dès que la fréquence aérienne s'accélère, en fait, ça vient se télescoper avec le complexe suivant.
Mais quand on fait des angioplastiques chez des gens chez qui il y a une onde pour une raison X ou Y, je sais pas, hypokaliémie, cordarone ou autre, on voit bien au moment où on gonfle le ballon, effectivement, dans l'IVA, qu'il y a une négativation de l'onde U. Alors un exemple de la diminution de l'onde Q au cours de l'effort, bon, cette épreuve d'effort ne fait pas problème, il y a un sous-décalage évident, et vous regardez l'amplitude de l'onde Q qui ici même disparaît complètement pour réaugmenter en post-effort. Alors souvent c'est extrêmement ténu, hein, vous voyez sur cette épreuve d'effort un peu ambiguë, un petit sous-décalage qui est ascendant, qui ne fait pas sa preuve. Bon, par contre, l'onde Q augmente, elle n'augmente pas de façon majeure, mais enfin elle augmente d'un demi-millimètre, donc ça suffit à être rassuré. Alors, autre critère, c'est les modifications d'axe. Alors, il y a notamment les hémiblocs. Donc, sur cet exemple, vous avez quelqu'un qui a un bloc de branche droit complet au repos. Regardez son D2, son D3 au repos, et ici en fin d'effort. Donc, il y a une déviation axiale gauche, donc avec une grande rondesse en ici. Donc, il y a un hémibloc antérieur gauche qui apparaît. Et ça, vraiment, ça vaut aussi quasiment à 90% une sténose, soit d'une grosse diago, soit d'univers proximal. C'est vrai également pour l'hémibloc postérieur gauche, en général est très bien corrélé avec des sténoses de la couronne inférieure. Alors le bloc gauche complet, je crois qu'en général un bloc gauche d'effort complet, c'est jamais bénin, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir le recul de cette anomalie. Ça peut être le premier signe d'une myocardiopathie dilatée. J'ai malheureusement un exemple dans la famille qui faisait juste un bloc gauche au 6e palier d'humorus, et 3 ans plus tard il était transplanté. Ça peut être aussi des sténoses de l'IVA. Il y avait quelques vieilles diapos comme celle-ci où vous voyez un bloc gauche qui apparaît pour une fréquence cardiaque de 170 qui réapparaît au cours de récupération. Et à l'époque, on faisait des épreuves d'effort sous trinitrine, et sous trinitrine, ce patient n'avait plus du tout de bloc gauche à l'effort, et donc il avait une sténose de l'IVA également proximale. Alors il y a parfois aussi des discordances entre scintigraphie et épreuve d'effort. Là pour celui-là, je me suis fait un petit peu avoir. C'est un monsieur que j'avais dilaté il y a 6 ans, qui allait très très bien. Sauf que vous voyez qu'il y avait quand même un sous-décalage qui était quand même très important sur les épreuves d'effort de contrôle. Ce qui était rassurant, c'est qu'il semblait corriger très vite en récupération. Mais je vous montre cet exemple pour attirer votre attention sur le fait qu'en récupération, et parfois à 5-6 minutes, on peut avoir un sous-décalage. Et cette valeur du sous-décalage uniquement en récupération est pathologique et est reconnue comme étant un très bon critère. Donc ça, c'était 2 mois avant, vous voyez, la scintille était parfaitement normale. Et 2 mois après, voilà, il est arrivé pour un SCA avec une lésion. Le stent est là, il est tout à fait perméable. Il a évolué sa maladie coronaire, une sténose très proximale, il avait une occlusion à la circonflexe. Donc là, vous voyez, c'était l'épreuve d'effort qui avait raison. Un point important aussi, quand on fait du diagnostic, c'est bien sûr de le faire sans traitement. Là, vous avez une épreuve d'effort avec le repos. Ici, sans médicament, un sous-décalage qui est évident. Et là, dès que vous donnez un traitement, ça peut être simplement la trinitrine sublinguale, vous voyez, corriger quasiment l'épreuve d'effort. Donc, dans le diagnostic, c'est vraiment fondamental de vraiment maquiller ces patients-là. Bon, il y a des petites nouveautés sur la physiopathie de la rupture de plaques au cours de l'effort chez les sportifs. On disait souvent que c'était des érosions de plaques périphériques, là où la chape fibreuse est relativement mince. Et il semble que chez les sportifs qui rompent ces plaques qui sont souvent peu significatives à l'effort, il y a des vasovasorum qui sont beaucoup plus importants et une rupture de plaque qui est plus, vous voyez, médiane par rapport aux ruptures qui existent au repos. Et on s'est tous fait avoir par des épreuves d'effort, on a beau regarder a posteriori, aucun des critères que je vous montre n'était présent. Là, c'était quelqu'un qui avait simplement une hypertension, qui se plaignait de rien, qui avait des épreuves d'effort rassurantes. Et la seule anomalie, ça a été rapporté sur des études longitudinales, c'est l'extrasystolie ventriculaire qui est parfois présente au repos, on le voit bien ici sur la synthèse, et qui apparaît ici en post-effort. Et effectivement, 2 mois plus tard, donc un tableau de ST- avec une atteinte de la cornée droite et surtout une sténose relativement serrée, pas complètement occluse, mais une sténose serrée de l'IVA. Donc une épreuve d'effort qui était normale 1 ou 2 mois auparavant. Alors sur certaines machines, vous avez cette espèce de patte de mouche là, qui n'est pas toujours facile à interpréter, qui représente l'évolution du segment ST en fonction de la fréquence cardiaque. Ces boucles ST sur FC montrent en fait l'évolution du sous-décalage en récupération par rapport à l'effort. Vous voyez ici quelqu'un qui est en fin d'effort, qui sous-décale de moins 1,4, qui continue à sous-décaler en post-effort, et donc ça vous donne des boucles qui ont un certain sens. Le but étant simplement de montrer que pour une fréquence cardiaque identique en récupération, vous avez un sous-décalage qui est plus important.
Donc ça tourne dans un sens ou dans un autre, suivant que le ST- est figuré en bas ou en haut de la ligne de base. Alors ça donne des dessins parfois surréalistes, complètement atypiques. J'avais l'impression que c'était plutôt une brebis des Pyrénées plus qu'autre chose. Et donc les machines nous donnent ce genre de tracé parfois difficilement interprétable. Ce tracé pour vous montrer à nouveau que vous voyez le repos ici en fin d'effort, pas grand chose, mais en récupération, ce sous-décalage qui est bien descendant, ça c'est donc c'est bien reconnu, sous-décalage de récupération, c'est quelque chose qui est pathologique, qui est retenu, donc chez ce patient, vous voyez qu'il y a un défect apical avec réversibilité totale. Autre critère qui existe sur certaines machines, c'est la pente ST sur FC. Donc il s'agit de reproduire le sous-décalage qui vous voyez ici figuré en haut de la ligne de base en fonction de la fréquence cardiaque. Donc on prend le dernier point de l'épreuve d'effort, l'avant-dernier point, une minute plus tôt, puis éventuellement un troisième, et éventuellement un quatrième. Le but étant de tracer une droite de régression linéaire qui doit avoir un petit r qui soit significatif. Alors on élimine certaines dérivations, AVR, AVL et V1, et on retient en général la pente la plus forte. En général c'est du CM5 si vous faites des bipolaires, ou alors c'est V5 si vous faites du unipolaire, et on regarde cette pente. Alors sur le, bon, c'est une vieille diapo mais qui est démonstrative. Là c'était quelqu'un qui sous-décalait de façon évidente, moins 4 mm, donc vous avez une pente qui est relativement abrupte. Ici vous avez l'épreuve d'effort sous traitement où la pente est nettement moindre. Et ici c'est après angioplastie, vous voyez qu'il a corrigé quasiment cette pente. Alors le problème c'est que ces indices en fait ont été faits sur des protocoles sur tapis, notamment au Cornell Hospital. Mais bon, même si on les fait sur vélo, je crois que c'est intéressant visuellement de regarder un petit peu l'évolution de ces pentes. Et puis un des derniers tracés qui est assez élégant parce qu'il mélange l'épreuve d'effort et VO2, c'est l'évolution du taux d'oxygène au cours de l'effort. Donc vous avez ici la fréquence cardiaque et ici le taux d'oxygène. Et donc vous voyez le pouls d'oxygène qui à partir d'un certain niveau d'effort stagne. Je rappelle que le pouls d'oxygène représente indirectement le volume d'éjection systolique. Donc on peut imaginer qu'il y a une ischémie d'effort et un volume d'éjection qui stagne à cause de l'ischémie. Et ici, dessous, vous avez le même patient après angioplastie, vous voyez, qui corrige une relative insuffisance chronotrope et surtout son volume d'éjection systolique, en tout cas le taux d'oxygène, qui retrouve une cinétique tout à fait normale. Alors, l'épreuve d'effort a bien changé, c'est-à-dire que c'est certes un examen qui est moins performant au point de vue topographique, au point de vue quantification que les imageries de stress dont on dispose maintenant, mais il faut le voir comme un outil en termes pronostiques. Et en cela, la durée d'effort, la performance, a été bien montrée par Jonathan Meyer, c'est un tas de papier là-dessus, qui montre bien que sa performance à sous-décalage égal est quelque chose de fondamental. Et notamment ce diagramme qui est classique, vous avez certainement déjà vu, qui vous permet de relier une première droite entre l'absence de douleur ou la douleur, dans ce cas, c'était quelqu'un qui souffrait, donc il y a une douleur ici, qui sous-décalait de 2 mm. Donc vous avez un point ici qui croise cette droite, et vous reliez ce point à la performance, qui ici était très mauvaise, donc une performance mauvaise vous donne une probabilité d'événement coronaire majeure, donc vous avez une probabilité de 5% de mortalité annuelle sur vous. Si par contre c'est quelqu'un qui fait une excellente performance, là ça change tout, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une mortalité à peine de 1%, donc il y a un excellent pronostic. Donc ça vous montre indirectement, il ne faut pas regarder simplement le sous-décalage et l'existence d'une douleur, mais il faut regarder vraiment la durée d'exercice. Je crois que pour les indications de revascularisation, ça reste fondamental. Et puis il faut interpréter tout ça bien sûr dans le contexte. Un sportif qui se plaint de rien, qui n'a pas de facteur de risque et une prévalence qui est quasiment nulle, donc même si sous décale, il faut se méfier d'infos positifs. Et à l'inverse, quelqu'un qui a des facteurs de risque et qui a des douleurs typiques, bon, il a une prévalence qui est très forte, et même si le test est négatif, il faut sûrement pousser les choses. Alors, la problématique du sportif, c'est que souvent on fait des tests d'effort sur tapis. C'est toujours l'ambivalence des protocoles. On a envie, d'une part, de faire des tests sur vélo pour avoir des beaux tracés, pas artefactés, pour dépister la maladie coronaire. Et d'un autre côté, on veut avoir des VO2 avec des seuils ventilatoires, et ça, malheureusement, on est obligé de les faire sur tapis où les tracés sont souvent artefactés. Donc il y a toujours cette ambivalence dans le choix des protocoles. Alors, sur tapis, on est confronté donc à ces faux positifs, et celui-là, il fait sous-décalé de moins 4,6 mm. Bon, ce qui était rassurant, c'est qu'il corrigeait tout de suite une minute après, donc c'est probablement artefactuel. Et oui, que si on l'a refait pédaler donc sur un vélo ici, donc il n'y a plus du tout de sous-décalage. Donc il y a des éléments qui nous orientent vers une vraie ou une fausse positivité.
Je vous rappelle au passage que tout ce qui est sous décalage uniquement D2, D3, AVF et même ML5, bon, il faut se méfier d'infos positives. En général, il y a des ondes B, des PR très descendants qui vous donnent donc des sous-décalages dits significatifs, mais qui n'ont aucune valeur si c'est purement inférieur. On ne fait plus assez sûrement de tests à la trinitrine par manque de temps, de cotation, etc. Et c'était un outil qui était sûrement très utile. Et donc, je vous ai parlé de la disparition rapide des faux positifs, de même que du sens de la boucle qui nous aide à interpréter ces tests. Alors, on a beaucoup critiqué les épreuves d'effort à l'heure de l'écho, de stress, de la scintille, maintenant d'IRM, de stress. Mais quand vous regardez les dernières guidelines de 2013, l'épreuve d'effort, elle est loin d'être absente dans ses recommandations. Et c'est l'examen qui est vraiment en première ligne pour l'évaluation initiale de ces patients suspects de coronaropathie. Sauf si, bien sûr, il y a la possibilité de réaliser les tests d'effort. Les chiffres qui sont souvent rapportés pour la sensibilité et la spécificité, en fait, ils sortent de méta-analyses qui ont inclus des patients qui étaient sous traitement, des tests sous-maximaux. Donc la sensibilité, à 8 du test, elle reste quand même voisine de 80% et la spécificité pas loin de 90%. Bon, mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette valeur topographique de quantification que l'on a plus avec les tests d'image. Alors, il y a sûrement quelques bigorexiques parmi vous qui ne peuvent pas se passer de sport. Celui-là, il allait jusqu'à s'injecter des lipides dans les muscles, il a failli perdre le bras, il a failli être amputé. Je vous montre ça parce qu'il faut se méfier chez les sportifs vraiment très accros, notamment dans certains sports. L'utilisation bien sûr de dopants, de stéroïdes anabolisants, donc c'est vrai que la maladie coronaire peut survenir relativement tôt chez des gens qui utilisent des produits bien sûr dangereux en termes de maladie coronaire. Donc voilà, j'espère que vous avez convaincu que l'épreuve d'effort est certes une vieille dame, mais qui reste encore extrêmement alerte. Et puis la jambe quand même. Et puis le genou, hein.